Alors aujourd'hui, on continue avec la question mon enfant a-t-il le niveau requis pour son âge et on s'attaque au cycle 3, au début du cycle 3, puisqu'aujourd'hui je vous parle des CM1, qui est donc la première année du cycle 3. Alors évidemment, en CM1, c'est plus les petits loups, c'est plus les bébés qu'on avait avant, donc les compétences, vous allez voir qu'elles sont... On a toujours les mêmes grands domaines, mais on n'insiste plus sur les mêmes choses. Par exemple, sur la lecture, on va forcément beaucoup moins insister puisqu'on va considérer que c'est déjà acquis. Donc ça va être beaucoup plus rapide de vous en parler. Par contre, vous allez voir que sur la partie écriture, sur la partie nombre et calcul, là c'est un peu plus conséquent. Voilà, donc je vais vous détailler tout ça un petit peu plus tard. Et je vous montrerai, comme d'habitude, mes petites affichettes. Vous allez voir que justement sur les parties un peu plus conséquentes, il y a beaucoup de choses décrites. Donc du coup, je vous le rapprocherai un petit peu de l'écran pour que vous le voyez en plus gros pendant quelques secondes. Comme ça, je vous laisserai faire pause si vous voulez lire un petit peu ce que j'ai écrit. Ce qui vous permettra aussi de revenir en arrière au pire quand vous reverrez la vidéo. Et pour les parties plus courtes, là, je ne ferai pas forcément de rapprochement au niveau de l'écran parce que quand il n'y a que 2-3 lignes, ça marche bien. Voilà, alors je démarre tout de suite. Donc effectivement, en CM1, pour l'oral. Pour l'oral, au final, on a effectivement, pareil que pour la lecture, on a beaucoup moins d'attentes. C'est-à-dire que, enfin beaucoup moins d'attentes, on en a, mais on considère qu'il y a tellement de choses acquises qu'on peut en faire le résumé assez rapidement. Donc pour l'oral, on va considérer qu'ils sont capables de maintenir une attention longue parce qu'on sait qu'ils peuvent attendre quasiment 10 minutes, mais dans le but d'une restitution derrière, qu'il en fasse quelque chose. Il pourrait tenir plus longtemps si c'est lui qui est en train de pratiquer les exercices par exemple, mais quand c'est juste écouter pendant un certain temps, il est capable d'être attentif parfaitement pendant 10 minutes, normalement. Après, tout ce qu'il écoute, tout ce qu'il entend, il est capable d'agir dessus, c'est-à-dire qu'il va pouvoir mémoriser ce qu'il entend, il va pouvoir faire des critiques constructives sur ce qu'il a entendu, repérer aussi clairement et identifier ce qu'il n'a pas compris. Il va être capable de faire des questions, de formuler des questions à ses camarades ou à la maîtresse, pas forcément pour dire ce qu'il n'a pas compris, mais s'il veut des compléments. Par exemple, si des enfants font un exposé, il va être capable de dire « Tiens, tu nous as parlé de ça, est-ce que tu peux aussi nous expliquer ça ?» Et en fait, ça c'est un processus que par exemple des CP ou des C1 ne peuvent pas faire. Parce que se souvenir de ce qu'ils ont entendu pour être capable de formuler une question sur ce qu'ils ont entendu il y a 5 minutes, c'est vraiment quelque chose qui est compliqué. Et qui ça en CM1 n'est plus un problème. Ensuite, quand ils prennent la parole, déjà ils prennent la parole aisément. Et ils ont toujours une voix adaptée en fonction de la situation, que ce soit par exemple la lecture d'un texte, d'une histoire, ou que ce soit une poésie, quand eux ils récitent leur poésie, ou qu'ils la lisent. Ils ne vont pas avoir exactement le même ton. Ou s'ils lisent un article de journal, pareil, ils adaptent leur voix. Et de la même façon, ils prennent facilement la parole en petits groupes et en grands groupes, et pareil en adaptant leur voix. S'ils ont un petit groupe, ils ne vont pas parler aussi fort que s'ils sont en grand groupe. Donc ça, c'est des choses que nous, on observe plus facilement en classe que vous à la maison. Mais des fois, on peut quand même s'en rendre compte. Si vous êtes d'un seul coup, votre enfant parle à un autre de votre enfant, vous pouvez lui dire « Attends, vous êtes que deux, parle moins fort ». Ça arrive régulièrement avec des plus petits. Normalement, en CM1, on n'a plus trop cette remarque à faire là, alors que par exemple, si un jour votre enfant veut parler à table à toute la tablée, il faut qu'il soit capable de parler plus fort. Voilà. Donc ça, c'est les principaux éléments de l'oral qui sont attendus. Ensuite, on a la catégorie lecture, compréhension. Donc là, la lecture, clairement, elle est beaucoup plus fluide, beaucoup plus facile, puisque là, il sait qu'il est capable de lire un texte court, sans effort, à voix haute ou en silence, et de le comprendre, de comprendre ce texte court. Alors, s'il y a des mots de vocabulaire un peu plus compliqués, ça va être avec un peu d'aide d'un adulte, évidemment, mais globalement, ça, il en est capable. Ensuite, il lit correctement environ 2 mots par seconde. Donc, vous voyez, par rapport à des CP, on est au double, et on est même un peu plus du double, parce que les CP, c'était un peu moins d'un mot par seconde. Donc ça accélère quand même. Voilà, donc 2 mots par seconde, c'est quasiment la vitesse de lecture d'un adulte qui lit pour un public. Quand on lit pour soi-même, des fois on lit plus vite, mais quand on lit pour quelqu'un, on met plus de temps. Voilà, et puis quand il lit un texte, il est capable de se dire « Ah mais j'ai lu ça, mais ça me rappelle telle histoire que j'ai lue », il fait des liens. Voilà, il fait des liens entre les textes qu'il lit. Pareil, s'il lit des articles de journaux, il va dire « J'ai lu un article qui a ressemblé sur tel ou tel point ». Il va comparer différentes choses. Donc, il est capable de vraiment faire des liens entre tout ce qu'il a lu dans le passé et tout ce qu'il est en train de lire.
ce qui est assez changeant et nouveau aussi qu'on n'avait pas avant. Après, il cible très rapidement, quand il lit un texte, les informations principales du texte. Donc, par exemple, qui est l'auteur, donc ça va être écrit sur le livre, qui est le narrateur, les personnages principaux, le lieu où ça se situe, le contexte de l'histoire, etc. Et il récupère aussi facilement l'information de quelle est la source du texte, d'où on a récupéré ce texte. Voilà, donc ça, il est capable quand même de faire beaucoup de choses, et il repère également, je pense que je vous l'ai écrit, sinon c'est un petit élément en plus, il est capable de savoir quel est le type d'écrit à chaque fois qu'il voit un texte. Donc tout de suite, grâce à la mise en page, il est capable de dire ça c'est un article de journal, ça c'est une lettre, ça c'est une poésie, ça c'est un haïku s'ils en ont vu en classe, ça c'est un roman, ça c'est un album. Parce que pareil, entre le roman et l'album, il y a une différence. Normalement, en CM1, ils n'ont plus trop d'albums, on est déjà sur les petits romans, mais ils connaissent quand même la catégorie. Donc voilà, il y a plein de choses. Et ça, en fait, à force d'en avoir étudié dans l'année, aussi avant, hein, ils en ont étudié en CE1, CE2, mais c'est moins automatique. C'est pas pour ça qu'ils vont pas le reconnaître, si vous voulez, mais ça va être moins automatique. Un CE1, par exemple, va peut-être reconnaître un article de journal parce qu'il a le journal dans les mains. Un CM1 peut être capable d'avoir juste l'extrait du journal pris en photo et se dire ça, je suis sûre que ça vient d'un journal. Donc, encore une fois, petite nuance. Voilà, donc ça c'était pour la partie lecture et écriture. Lecture, n'importe quoi. Lecture et orale. Maintenant, je passe justement à l'écriture. Et là, comme vous allez pouvoir voir, on a plus de choses. Parce que là, on a pas mal d'éléments qui se rajoutent par rapport aux autres années. Donc, c'est là que je vous l'approche. Pour que vous le voyez bien, je vous laisserai faire pause en même temps. Et au pire, vous pourrez y revenir. Donc, repérez au pire quel est le moment de la vidéo où il y a ce texte. Voilà. Donc, en écriture, il va être capable d'écrire un texte d'environ une dizaine de lignes et de le recopier, ce texte. Alors, soit recopier un texte qu'on lui a déjà donné de 10 lignes et le recopier, soit en écrire un nouveau, mais dans tous les cas, de respecter une mise en page. C'est-à-dire que si c'est de la recopie, il va falloir qu'il fasse exactement comme ce qu'il y avait sur le texte d'origine, avec la bonne mise en page. Et là, on a souvent une mise en page un petit peu plus complexe, et surtout sans faute. Alors ça, normalement, CE2, ils savent déjà recopier sans faute, c'est vrai. Mais la mise en page, des fois, elle est toujours un peu approximative. Là, en CM1, normalement, on ne doit plus avoir d'erreur sur une recopie. Et quand il écrit un texte, on va dire qu'il respecte une mise en page parce que, par exemple, s'il écrit une poésie, une petite poésie courte qu'il invente, il est censé être capable de faire une mise en page correspondant à une poésie et pas l'écrire de la même façon que s'il écrit une histoire inventée qui est totalement fictive, tel un roman, mais en plus courte. Voilà. Donc, c'est cette partie-là où je vais appeler la mise en page. Voilà. Après, alors, je regarde un petit peu pour rien oublier dans ce que je vous dis. Ah oui, en écriture, il copie aussi très rapidement. C'est-à-dire que quand il doit taper au clavier, je parle bien au clavier, c'est vrai que je ne vous l'ai pas dit, il copie très rapidement, à peu près 5 lignes, et efficacement. Donc, ça veut dire, oui, il va vite, mais il arrive à le faire sans trop de fautes. Et après, il se relit, il voit qu'il a oublié l'accent, voilà. Mais ils arrivent à être très rapides. Avant, ils peuvent des fois faire quelques lignes au clavier, mais on est vraiment plus sur du A, P, L, voilà. Sur lettre après lettre, c'est un peu plus long. Là, en CM1, ils commencent à être déjà vraiment rapides et à pas faire trop d'erreurs au moment où ils tapent au clavier. D'ailleurs, ils peuvent même parfois surpasser certains adultes qui sont moins à l'aise avec le numérique. Et ça fait vraiment partie des compétences qu'on va attendre maintenant, ce qui n'était pas le cas forcément il y a 10 ans. Ça va faire partie des compétences qu'on attend. Donc ça, facile pour vous aussi de tester à la maison si vous voulez dire, allez, je vais le mettre au défi et voir où il en est là-dessus. Voilà. Après, il est capable de rédiger donc différents écrits, je vous en parlais tout à l'heure avec les différentes mises en page, mais il est capable d'en rédiger les écrits, pas que pour la mise en page, c'est-à-dire qu'il est aussi capable de comprendre les caractéristiques de ses écrits. Si c'est une poésie, il sait qu'il va y avoir des rimes. Si c'est une histoire inventée, une petite nouvelle, il sait qu'il va falloir parler avec un certain temps, inventer des personnages. Le passé simple va intervenir, donc des fois nous on va les aider parce que le passé simple c'est pas encore quelque chose qui est quand même acquis au CM1. Des fois on n'a même pas le temps de l'aborder parce que c'est vraiment vu en fin d'année. Donc voilà, donc ils sont aidés, ils savent qu'il doit y avoir des connecteurs logiques pour créer leur histoire. Si c'est un article de journal, il faut vraiment se mettre dans la peau d'un journaliste et relater des faits.
Donc voilà, ils sont capables d'écrire tous ces petits articles-là, tous ces textes-là. Et bien sûr, tous ces textes, ils sont capables de les écrire en prenant en compte les remarques, les avis des copains et de la maîtresse, etc. Puisque des fois, les copains vont avoir dit, la poésie, il faudrait qu'elle ait que tant de mots ou tant de strophes, tant de vers, etc. en fonction des limites qui sont imposées ou des remarques qui ont été faites en fonction du sujet donné. Et donc là, il va être capable de les prendre en compte et de ne pas rester dans sa bulle. Ce qui est aussi, encore une fois, un petit peu nouveau. Donc après, il utilise tous les signes de ponctuation et à bon escient. Normalement, il sait exactement à quel moment on met un point d'interrogation, à quel moment on met une virgule, à quel moment on met un point, trois points de suspension. Voilà, ils savent assez bien le manipuler pour garder du suspense, mettre de l'intonation, de la joie, de la colère. Voilà, donc ça, ils savent aussi bien l'utiliser à l'écrit. Et donc après, on part sur la partie plutôt grammaire-conjugaison, qui était donc la partie un peu plus petite qui est écrite, puisqu'en fait, avant on fait aussi de la grammaire, on fait aussi de la conjugaison, mais on abordait plutôt les temps de manière générale. On savait qu'il y avait du passé, du futur, du présent, etc. Là, on est vraiment dans la conjugaison pure, qu'on a tous en tête, où on s'en rappelle de quand on était enfant. Et ben, en fait, ça vient surtout du CM1, même si on en a fait avant. Voilà, donc là, en fait, au CM1, ils sont capables de conjuguer les verbes être et avoir, les verbes du premier groupe, du deuxième groupe et les verbes irréguliers du troisième groupe. Donc, il va y avoir le verbe faire, aller, pouvoir, voir, dire. Voilà, c'est principaux. Les venir aussi. C'est les principaux verbes irréguliers du troisième groupe. Et tous ces verbes-là, ils sont capables de les conjuguer au présent, au futur, à l'imparfait et au passé composé. Il peut y avoir des petites erreurs par-ci par-là, on en fait tous, même adultes. Mais c'est que globalement, il faut qu'ils aient compris et que quand vous leur donnez des phrases à conjuguer, qu'à 90%, les réponses soient bonnes. Voilà, si vous voulez, encore une fois, que votre enfant soit dans la moyenne, même si je vous ai déjà dit que je déteste ce terme. Voilà, et donc en dehors de la conjugaison, on a aussi toute la partie grammaire de phrase où ils vont identifier très facilement la nature et fonction de chaque mot dans la phrase ou groupe de mots. Donc ça, c'est aussi quelque chose qu'ils ont commencé à voir avant. Ils savent déjà qu'un verbe, reconnaître un verbe, dire ça c'est un nom, mais ça reste encore léger. Là, en CM1, on aborde vraiment la grammaire de phrase de manière beaucoup plus précise et où on essaye d'en comprendre le sens. Pourquoi c'est important de savoir ça et quel est le lien qu'il y a entre toutes ces natures et toutes ces fonctions. Voilà, et puis encore une compétence importante, c'est qu'il sait utiliser le dictionnaire très facilement. Donc, quand il écrit des textes, il peut utiliser le dictionnaire pour être sûr du sens d'un mot, pour en vérifier l'écriture, pour trouver des synonymes, puisque là, en CM1, il connaît très bien les synonymes et les antonymes. Donc, pareil, dans ses textes, il l'utilise. Parce qu'il va des fois, pour éviter de répéter 5 fois le même mot, il va chercher les synonymes dans le dictionnaire, parce qu'il y en a toujours un peu, et du coup, il va pouvoir en mettre des nouveaux. Et à l'inverse, les antonymes, ça peut aussi lui éviter, au lieu de mettre un synonyme, de dire « il n'a pas fait ça », de mettre la négation pour utiliser du coup le contraire. Voilà, et bien je crois que pour la partie écriture, on a fait le tour. Alors évidemment, il y a plein d'autres petits points qu'on voit, et comme je vous ai dit, on accentue beaucoup sur la grammaire, la conjugaison, c'est des choses qu'on accentue beaucoup plus en CM1 et où on va être beaucoup plus pointilleux. Donc forcément, il y a beaucoup de choses, je ne vous ai pas tout mis, mais je vous ai mis des choses qui sont assez facilement regardables à la maison, que vous pouvez observer de vous-même, et qui seront les gros points que même nous, on va observer assez rapidement chez les enfants. Voilà, donc après on va passer aux mathématiques. Comme d'habitude, on va commencer par nombre et calcul. Alors encore une fois, il y a pas mal de choses, donc je vous laisse regarder un petit peu plus ce que j'ai mis. N'hésitez pas à faire pause, une impression d'écran, ce que vous voulez. Voilà. Alors, les CM1, par rapport aux autres niveaux, là, ils connaissent grosso modo tous les nombres. Ils connaissent les unités de numération, donc ça veut dire qu'ils connaissent, quand on dit unités de numération, c'est unités, dizaines, centaines, milliers, et puis après, ils connaissent les dizaines de milliers, les millions, les milliards, les relations qu'il y a entre eux. Donc vraiment, ils manipulent les grands nombres. Donc là, on n'est plus sur les nombres à moins de 100, moins de 1000, moins de 10 000, etc. Non, là, ils connaissent tous les nombres. Alors ne lui donnez pas le milliard du milliard du milliard du milliard. Hein. On reste quand même généralement dans des nombres où on va jusqu'au million, voire au milliard qu'on manipule en classe.
mais il les connaît, c'est ça le principal. Et donc, une fois qu'il les connaît, ces nombres, il est capable de les lire ou de les écrire sous la dictée, et des nombres qui contiennent un 0 ou qui n'en contiennent pas. Parce qu'il faut savoir que quand ça contient un 0, ça bloque souvent les enfants. Parce que si on oublie, par exemple, si on vous dit 3008, vous savez que c'est un 3, un 0, un 0 et un 8. Mais il y a une époque, il y a un moment, où on peut dire 3008 à un enfant et qu'il écrive bien le 3, qu'il écrive bien le 8, et qu'il oublie que s'il y a 1000, c'est pas parce qu'on n'a pas dit de chiffre entre les deux qu'il ne faut pas en mettre, et donc on met un 0. Et donc ça, les CM1, normalement, maintenant, c'est plus le problème d'avoir un 0 ou pas un 0. Donc, vous pouvez lui faire des fois des petites dictées de nombres à l'écrit, à l'oral, et normalement, il ne devrait pas se tromper. Voilà, alors après, ah oui, alors, tous ces nombres-là, ils sont capables de les ordonner et de les décomposer. Donc les ordonner, c'est comme ce qu'ils étaient capables de faire avec les nombres les années précédentes avec des nombres plus petits, c'est-à-dire les mettre dans l'ordre croissant, dans l'ordre décroissant, de mettre le nombre d'avant, le nombre d'après, ou alors de les encadrer avec des arrondis, arrondis à la dizaine, arrondis à la centaine, arrondis au millier. Voilà. Donc ça, ils sont totalement capables de le faire. Et la décomposition, c'est par exemple, si je vous dis 3008, on va reprendre cet exemple. 3008, c'est 3000 plus 8. Mais 3000 plus 8, c'est aussi 3 fois 1000 plus 8. Donc tout ça, il est capable de le dire et est capable de décomposer tous les nombres. Donc plus votre nombre est grand, plus il va mettre long et beaucoup de longueur sur sa feuille, et il va écrire des lignes et des lignes pour un calcul, pour un nombre, pardon. Mais il peut le faire. Donc des fois, il se perd un peu en cours de route. C'est pour ça que nous, quand on demande des décompositions, on va généralement jusqu'à la centaine de mille et pas au-dessus, parce que sinon, on a une page de cahier remplie juste pour deux nombres, quoi. Donc voilà. Mais vous pouvez vous amuser à le faire, normalement. Ça, c'est pareil, c'est acquis. Après, ce qui est totalement nouveau, c'est qu'il va connaître les fractions et les nombres décimaux. Avant, il va l'avoir, alors les nombres décimaux, pas du tout, mais les fractions, ils vont l'avoir abordé en CE2, mais sans dire le mot fraction et sans l'appliquer de la même façon. Mais ils vont avoir entendu le terme de partage, de découpage, de quart, de moitié, mais ils ne vont pas l'avoir abordé avec vraiment la notion de fraction et l'écriture des fractions. Là, encore une fois, pour les fractions, ils les manipulent aussi. Donc, ils sont capables, de la même façon, de les encadrer, donc d'être capable de dire une fraction qui est plus petite, une fraction qui est plus grande. Ils sont également capables de les décomposer, comme pour les nombres classiques. Voilà. Et les décimaux, donc sur les fractions, ils connaissent bien sûr les fractions simples. Attention, ils ne connaissent pas encore toutes les fractions. Les fractions simples, ils vont commencer à manipuler le 1 quart, le 3 huitièmes, 2 cinquièmes, etc. Ils ne vont pas aller au-dessus. Par contre, dans les seules fractions où ils vont au-dessus, ils ont les fractions décimales. Les fractions décimales, ça va être le 1 dixième, 1 centième, 1 millième, donc 1 sur 10, 1 sur 100, 1 sur 1000. Ils ne vont pas au-delà de 1 sur 1000. Ça, ce sera un peu plus tard encore. Voilà. Et donc forcément, qui dit fraction dit nombre décimaux, et ils vont à peu près jusqu'à 3 chiffres après la virgule. Après, ça dépend des classes, ça dépend du rythme où ils ont avancé en mathématiques. Des fois, ils peuvent aller un peu plus loin, mais nous, ce qu'on va rechercher, c'est jusqu'à 3 chiffres après la virgule. Ils savent comment s'appellent ces nombres après la virgule, donc ils savent que c'est des dixièmes, des centièmes, des millièmes. Ils savent également les ordonner, ils savent les... Alors, pas les décomposer, mais ils savent les... je perds le mot. Les ordonner et les décomposer, voilà, c'est ça. Ils savent aussi pour les nombres décimaux, avec donc les nombres à virgule, ils savent également leur dire c'est celui qui est juste avant, c'est celui qui est juste après, être capable d'avoir 5 nombres décimaux, de les ranger dans l'ordre croissant ou dans l'ordre décroissant. Tout pareil. Voilà, et ce qui est nouveau aussi, c'est que là, ça y est, en CM1, ils abordent la division. Donc la division, et c'est parti, c'est un seul chiffre par contre. Donc alors, un seul chiffre, c'est pas un chiffre par un chiffre, c'est par exemple 2304 divisé par 2, ou par 3, par 4, par 5. Ils savent diviser par 10 à l'oral, et ils savent le diviser par 10 à l'écrit en fin d'année, en toute fin d'année. Donc ça, si votre enfant n'est pas à l'aise là-dessus, c'est peut-être qu'il n'a pas eu le temps de l'aborder, donc c'est tout à fait normal. Et puis sur les tables de multiplication, là ça y est, il connaît toutes ces tables de multiplication en CM, normalement, attention. Et ça, faut pas hésiter à y rabâcher parce que les tables de multiplication, ça va être hyper important.
Évidemment, il est plus à l'aise aussi sur les calculs posés, puisque maintenant, il peut poser des additions, des soustractions, des multiplications avec retenue, sans retenue, plus de problème. Les multiplications, ils savent multiplier par un chiffre et par deux chiffres. Alors, deux chiffres, ça peut être encore des fois un petit peu bancal, par deux ou trois chiffres, mais par un chiffre, normalement, plus de problème. Voilà. Et deux chiffres, je vous dis, normalement, vous pouvez quand même tenter et pousser un peu. Au pire, des fois, c'est question de leur stimuler un petit peu par rapport à ça, lui donner quelques conseils, l'aider un petit peu, mais normalement, il a au moins la technique générale. Voilà, je vérifie que je vous ai rien oublié. Ah oui, donc de la même façon qu'il pose les calculs, forcément, il résout aussi des problèmes mathématiques qui vont être du coup avec addition, soustraction, multiplication et division aussi, mais plutôt avec du partage où là, il va souvent utiliser des dessins plutôt que la division réellement posée. Certains le font, certains non. Voilà. Et donc, dans leur problème, ce qui arrive aussi, qu'on ne fait pas trop généralement avant, c'est que là, on peut leur donner des pièges. Souvent dans les problèmes, on dit il y a 3 poules, 5 ânes et je ne sais quoi dans une ferme, le fermier doit faire ceci, cela, bref. Et puis à un moment donné, on va poser la question, du coup, combien il va y avoir d'œufs? Et bien en fait, là, par exemple, le nombre qu'il y avait 5 ânes, je crois que je vous ai dit, et ben on s'en fiche. Et ça, c'est des données qui sont du coup inintéressantes pour eux. Et ça, il faut qu'ils soient capables de les reconnaître. Et ça, normalement, en CM1, ils sont capables de savoir faire le tri entre les données importantes dans un problème et les données qui vont leur être totalement inutiles. Avant ça, avant le CM1, généralement, on essaye de leur donner que des données à peu près utiles, ou vers la fin du CE2, on commence à y aller, mais on y va tout doucement, puisque le but, c'est déjà d'avoir un raisonnement qui se met en place. Voilà, donc on leur met pas trop de pièges quand même avant, on est plutôt gentil. Mais là, ça y est, on est chez les grands, donc on rigole plus, et on y va. Voilà, donc je crois que pour les nombres calculs, normalement, j'ai dû à peu près tout vous dire. De toute façon, rassurez-vous, à la fin de la vidéo, je refais le petit texte qui va bien, où je vous remets tout ça par écrit, avec un petit peu de détails, plus que ce qu'il y a sur les feuilles. Comme ça, vous pourrez tout revoir aussi au calme, si vous avez envie de relire ça dans 3 jours, 3 semaines, 3 mois. Voilà, vous pourrez revoir ça. Donc après, je vais vous parler de la géométrie et de la mesure, de tout ce qu'on voit en mesure. Donc pareil, je vous l'approche quelques secondes, le temps que vous puissiez le lire. Voilà. Alors, en géométrie et mesure, il connaît maintenant ce qui est nouveau, c'est qu'il va connaître la notion de périmètre et d'aire qu'il va appliquer sur des formes simples, donc rectangle, triangle, périmètre d'un cercle aussi. Ils vont commencer à l'aborder, mais à l'aide de la calculatrice, parce que s'ils abordent le périmètre du cercle, forcément ça va nécessiter le petit nombre pi, et donc là ça complique des fois un peu plus les choses. Donc avec calculatrice ou sans, suivant les enseignants et suivant les volontés, mais en tout cas ils voient périmètre R pour les polygones, pour les formes simples, et pour tout ce qui est R, ils vont être capables de commencer à en calculer certaines, donc les aires connues comme le carré et le rectangle. Sinon, on reste plutôt sur le périmètre. Par contre, sur les aires, ils savent quand même ce que ça veut dire qu'une aire et ils sont capables de le comparer. Donc, généralement, ils utilisent un patron. Par exemple, si on leur demande de comparer l'aire de deux rectangles en face d'eux, et ben, ils vont découper, par exemple, un rectangle dans une feuille de papier qui correspond à un des rectangles et ils le superposent sur le rectangle d'à côté pour comparer si, au final, la feuille de papier, elle dépasse la deuxième forme, est-ce qu'elle est plus petite, et du coup, ça leur donne la réponse de est-ce que l'aire est plus grande, plus petite que la forme d'à côté. Voilà, donc tout ça, ils commencent vraiment à le manipuler en CM1. Périmètre, on l'aborde légèrement en CE2, mais on va pas très loin dedans. En CM1, ça devient déjà plus poussé. Voilà, donc après en CM1, on a vu l'évolution petit à petit depuis le CP sur l'apprentissage de la lecture de l'heure. Et là, ça y est, en CM1, ils savent lire l'heure. Voilà. Donc, vous pouvez leur demander l'heure à n'importe quelle heure de la journée. Vous leur montrez votre montre si ce n'est pas une montre numérique, s'il y a bien des aiguilles dessus, et vous verrez qu'ils sont capables de lire maintenant. Et d'ailleurs, ils sont plutôt fiers de cette capacité-là parce qu'enfin, ils n'ont plus besoin de demander l'heure à toutes les personnes qui les entourent. Donc ça, ils aiment beaucoup ça. Et qui dit savoir lire l'heure, dit aussi utiliser les unités de mesure de durée. Maintenant, ils sont capables de faire des relations entre le nombre de jours dans une semaine et donc le nombre d'heures dans une semaine et le convertir.
Dire, du coup, une semaine, c'est tant d'heures. Une heure, c'est tant de minutes. Une minute, c'est tant de secondes, etc. Et faire des choses plus compliquées. Une journée, c'est tant de secondes. Au bout d'un moment, les calculs deviennent plus compliqués, mais ils ont toutes les cartes en main pour pouvoir le calculer. Donc ça, ils l'utilisent aussi beaucoup. Après, ils sont capables, donc chez vous, par exemple, si vous faites des gâteaux, ce sera assez sympa. Pardon, ils mesurent des volumes. Donc, ils sont capables, si vous faites une recette avec des pots de yaourt, par exemple, ils pourront peut-être essayer de vous mesurer le volume d'un pot de yaourt, le volume d'un moule de gâteau, etc. Donc, vous pouvez leur demander des petites choses comme ça, qui peuvent un peu les étonner, mais à la fois, vous verrez tout de suite si ils ont acquis cette compétence-là ou pas. Voilà, et donc ils peuvent aussi associer des objets à leur contenance. Par exemple, si vous leur donnez 3 ou 4 volumes différents et 3-4 objets qui correspondent à chaque fois à l'un des volumes et lui dire dis-moi à quel objet correspond quel volume. Et ils sont capables de vous dire par exemple qu'une bouteille d'eau c'est 1 litre ou 1 litre et demi suivant votre bouteille. Ils vont être capables de vous dire qu'un verre d'eau, alors ça dépend aussi des tailles de verre, mais si vous lui montrez l'objet en face, il va vite s'en rendre compte. Il va être capable de dire qu'un verre c'est 200 ml d'eau par exemple. Ou un peu moins suivant les verres, suivant les quantités que vous avez. Parce que là, ça y est, ils commencent vraiment à se rendre compte. Voilà, et donc après, sur une autre partie, sur la partie plus géométrie, ils dessinent déjà bien les angles droits à l'équerre. Alors qu'en C2, ils reconnaissent les angles droits, ils peuvent les comparer, ils peuvent avoir des patrons pour savoir si oui ou non c'est un angle droit, alors que là, ils commencent vraiment à les dessiner et à les utiliser dans diverses productions. Donc, ils commencent à dessiner aussi des œuvres, on va dire, qui sont plus géométriques, plus carrées, parce qu'en fait, à partir du moment où ils commencent à bien savoir les angles droits, etc., ils commencent à beaucoup plus s'amuser et à faire des choses plus précises, plus sympas, et ils sont, pareil, encore une fois, assez fiers d'eux là-dessus. Voilà. Après, dans tout ce qui est problème mathématique, ils vont rapidement identifier aussi un problème de proportionnalité. Par exemple, si on leur dit, pour le prix de 3 voitures, ça coûte tant. Donc si on a une voiture, combien ça coûte? Ou inversement, une voiture, ça coûte tant, combien vont coûter 3 voitures? Alors je dis des voitures, ça peut être n'importe quel objet, mais ça en tout cas, ils vont être capables de le résoudre et de tout de suite voir de quoi il s'agit et quelle est la technique. Après, il peut y avoir des erreurs de calcul, mais en tout cas, ils le repèrent assez rapidement. Et ensuite, ils vont manipuler, toujours en géométrie, du coup, ils vont très bien maintenant manipuler les formes planes, donc carré, triangle, rond, tous les polygones, et les formes aussi en 3D. Là, ça commence à devenir beaucoup plus facile de manipuler le cône, le cylindre, la pyramide, le cube. Ils commencent à en dessiner certains. Ils commencent à apprendre à dessiner un cube, à dessiner un pavé droit. Donc tout ce qui est cône, boule, c'est toujours un peu compliqué. Ils peuvent apprendre à le dessiner un petit peu à la main, mais ça reste pas précis. Par contre, sur les cubes, les pavés droits, etc., là, ils savent le dessiner proprement et vraiment de manière totalement juste. Voilà, et d'ailleurs, souvent quand ils savent dessiner des cubes, je ne sais pas si vos enfants le font, mais au moins ils apprennent à le dessiner. Après, on a des cubes partout. Sur tout le cahier, dès qu'ils ont un cahier de brouillon, dès qu'ils s'ennuient, ils dessinent un cube. Sur leur agenda, ils dessinent des cubes partout. Voilà, donc du coup, ça c'est pareil. Je pense que s'ils savent le faire, vous avez dû le remarquer, et si vous lui demandez, il va être capable de vous en montrer et de le faire, et je pense sans problème. Voilà. Donc après, là je m'arrête pour le français et les mathématiques. Donc évidemment, comme toutes les années précédentes, c'est toujours le français et les mathématiques qui sont les matières où on va avoir le plus de critères qu'on va regarder, observer pour savoir si votre enfant va être dans ce qu'on attend d'un enfant de son niveau, de son âge. Parce que c'est sûr qu'on n'évalue pas un élève sur sa qualité de dessin, par exemple, pour dire « Ah bah non, il n'a pas le niveau de CE2 parce qu'il dessine comme ci, comme ça. » Sinon, je peux vous assurer que moi, ou même beaucoup d'autres enseignants, je ne sais pas si on aurait dépassé beaucoup le niveau de l'école primaire. Voilà, donc voilà, donc après on a quand même quelques critères. En art visuel, par exemple, on n'a pas d'objectif très précis. Parce qu'en fait, c'est souvent des œuvres qui vont être, toute leur production, ça va souvent être en partie guidée et en partie libre. C'est-à-dire qu'on va avoir des consignes, vous utilisez telle bande de papier, telle couleur, telle forme, vous devez reproduire un peu ça, voilà. Ils sont guidés, mais ça reste libre. Toutes les productions des enfants ne vont pas être exactement les mêmes d'un enfant sur l'autre. Il y a toujours une partie un peu plus libre. Il y a des œuvres, des productions un peu
plus ou moins guidés. C'est sûr qu'il y en a où il y a besoin de plus d'aide que d'autres. Mais du coup, dès que ça devient un peu plus libre, nous, on ne peut pas dire bah, c'est exactement ce qu'on attendait ou c'était pas exactement ce qu'on attendait parce que quand, par exemple, rien que sur la couleur, il y a des différences, c'est plus difficile. Par contre, ce qu'on va attendre, c'est le respect des consignes. Donc, si tout a été respecté, ça va être un bon point. La propreté également, parce que si en soi ça correspond, mais que le travail, il est, par exemple, s'il y a de la colle, il est encore collant, ou que c'est pas collé droit, ou qu'il y a des traces de colle étalée, etc., on va dire attends, quand même, t'es en CM1, t'es grand, je veux un truc un peu plus propre. Donc voilà, donc le respect des consignes, la propreté et une application pendant le travail. Alors ça, c'est quelque chose qu'on ne voit pas à la fin, mais pendant, c'est est-ce qu'on va le voir s'appliquer ou est-ce qu'il le fait un peu appuyé sur son bras et fait son truc comme ça. Est-ce qu'on voit qu'il est vraiment en recherche de faire quelque chose de beau? Est-ce qu'il a une méthode pour faire son truc dans le respect des consignes, etc. Ou est-ce qu'il se lance un peu comme ça, voilà. Donc tout ça, son application, le respect des consignes et la propreté, c'est les principales choses en fait qu'on va regarder en art visuel. Après, on a quelques petites choses en plus, c'est que normalement ils commencent à manipuler beaucoup d'outils en art visuel, donc ils savent normalement tenir correctement les pinceaux, toutes les sortes de crayons qu'on a pu leur donner, même d'autres outils, parce que des fois on utilise aussi des fourchettes, on utilise d'autres trucs, donc ça qu'ils savent les utiliser, les tenir déjà, et puis les utiliser sous toutes les formes possibles et les utiliser correctement, je dirais, pas à l'opposé de ce qu'on attend en art visuel. Voilà. Après, je peux aussi vous donner quelques critères en histoire et géographie. Donc là, il faut vraiment que je mette les thèmes sous les yeux parce que je ne les ai pas forcément tous de tête. Alors en histoire et géographie, il y a des thèmes qui sont abordés. Donc là, je ne vais pas vous dire quelles compétences exactes j'attends, mais juste vous pouvez essayer de les questionner sur ces thèmes et normalement, ils pourront vous dire certaines choses. Par exemple, en histoire, on a 3 grands thèmes principalement qui sont abordés. On a toute la partie préhistoire qui est aussi abordée en CE2, mais où là on va faire le lien avec toutes les traces qui restent encore à notre époque. Donc quelles sont les traces du passé, du très vieux passé, avec la préhistoire, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui comme traces, comment on découvre tout ça, comment ça s'appelle, quelqu'un qui va faire des fouilles pour retrouver ces fameuses traces. Donc il y a toute la partie préhistoire avec les traces qui restent aujourd'hui. L'Empire carolingien, donc en gros Charlemagne et tout ce qui se passe à cette époque-là, comment il a commencé à bâtir l'empire vraiment enfin l'empire du coup non c'est plus un empire, mais comment il a pu commencer à marquer des frontières de la France. Alors c'est pas encore les mêmes que celles qu'on a aujourd'hui, mais vous allez voir si vous lui demandez son cahier, qu'en fait on commence déjà un peu à la dessiner. Donc ça normalement il est capable de vous en parler et de vous dire bah oui il a fait ci, il a fait ça, les dates principales qui vont évidemment avec. Et enfin, la troisième chose qu'ils vont beaucoup voir, c'est le temps des rois. Donc ça, ils vont en manger pas mal en CM1, puisqu'ils voient plusieurs rois. Ils voient le temps du roi, le temps avec le roi Louis IX, avec le roi François Ier, avec le roi Louis XIV et avec le roi Louis XVI. J'espère que j'ai pas dit de bêtises. Voilà, donc avec ces 4 rois-là, normalement, il est capable de dire quelles étaient les différences entre tous ces rois. Qu'est-ce qu'ils ont changé, qu'est-ce qu'ils ont amélioré par rapport à ce qu'on a aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait qui a été beaucoup critiqué ou pas par le peuple à ce moment-là français. Voilà, donc tout ça, il est capable de vous en parler. En géographie, on a aussi des thèmes qui ont été abordés. Donc, le premier thème qui va être abordé généralement en CM1, c'est où est-ce que je vis. Donc, c'est où est-ce que je vis, c'est la ville dans laquelle je vis, je peux la situer sur une carte à plus ou moins grande échelle. Donc, il est capable de situer la ville avec les autres tours, mais il est capable de situer la ville en France et il est capable de situer la ville quand il a une carte beaucoup plus large aussi. Alors forcément, c'est que du coup, il va dire bah, c'est à peu près là en France. Dans une très grande carte où on voit tous les continents, forcément, il ne pourra pas vous le placer au millimètre. Mais globalement, quand il verra la France de loin, il sera capable de dire bah, c'est plutôt au nord de la France ou plutôt au sud de la France. Voilà. Donc, il pourra mettre un peu plus un point précis et savoir où il se situe dans ce monde. Voilà. Et ensuite, il y a 2 autres thèmes qui sont abordés. Il y a le thème la différence entre les espaces ruraux et les espaces urbains. Donc que ce soit en termes de loisirs, de logement ou de travail, quelles sont les facilités dans un sens plutôt que dans l'autre, quelles sont les difficultés
qui sont éprouvées à ces moments-là, dans ces espaces, comment les gens font pour se déplacer, bref, vraiment toutes les différences entre l'espace urbain et l'espace rural. Voilà. Et enfin, la dernière partie abordée en géographie, c'est la consommation d'énergie et de produits alimentaires en France. Donc, comment ça se passe cette consommation en France? Quel est en gros le cycle de vie des produits alimentaires et l'énergie pareil? Comment elle circule? Comment ça se passe? Comment on la produit et comment on la consomme? Voilà, donc ça c'est tout ce qu'on avait en histoire-géographie. En musique, il y a aussi des petites choses. Normalement, il connaît quasiment tous les instruments de musique, au moins visuellement, et à l'écoute, il les reconnaît pour les principaux, je dirais. Il y en a toujours où ça peut être un peu plus dur, c'est normal. Mais normalement, en termes d'auditif et de visuel, il arrive à les reconnaître plutôt pas mal. Et puis on va imaginer aussi qu'en musique, il soit capable d'adapter sa voix. Que là, on n'est plus un CM1 que quand on dit on chante tout bas, qui se mettent à chanter super fort. Normalement, il est capable d'adapter sa voix pour voir comment ça fait avec les autres et de façon à faire un bel ensemble harmonieux. Voilà, quand ils veulent chanter par exemple pour la chorale de l'école ou un spectacle de fin d'année, etc. Ou même des petites chansons travaillées dans l'année. Voilà, donc pour les CM1 c'est tout. N'hésitez pas à revoir du coup toutes les petites affiches que je vous ai montrées pour revoir un peu plus en détail ou juste de relire le texte que je vous ai fait, enfin que je vais vous faire en tout cas juste après cette vidéo. Et puis après, n'hésitez pas à me poser des questions. Et puis après, il restera un dernier petit passage sur les CM2 et on aura fini avec ce thème. Voilà, et bien à très vite pour une prochaine vidéo.